Bonjour, je propose ici une restitution du dernier rapport du groupe 2 du GIEC, celui sur les impacts du changement climatique et l'adaptation. Le groupe 1 se penche sur la physique du changement climatique, le groupe 3 sur l'atténuation du changement climatique et donc le groupe 2 sur les impacts et l'adaptation. Le but ici est d'abord de rendre hommage au travail superbe et bénévole de la communauté scientifique qui font cela pour nous, les humains, et pour les autres vivants également menacés par le changement climatique. Un autre objectif est de vous proposer une synthèse accessible si vous voulez en savoir plus sur ce qui me passionne au quotidien. J'avais connaissance de la plupart des constats du résumé du rapport du GIEC, mais se les prendre tous comme ça en pleine figure d'un coup dans un temps relativement court est une expérience pour le moins intense. Le travail que j'ai réalisé est simple, j'ai sélectionné des phrases du résumé aux décideurs et je les ai traduites. J'ai fait une sélection pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et j'ai fait de mon mieux pour que la sélection soit représentative et vous permette de comprendre les grandes tendances. En tout cas, vous ne trouverez pas ailleurs dans le résumé ou dans le rapport complet des phrases qui diraient le contraire que celles que j'ai sélectionnées ici. Je vous encourage évidemment à aller plus loin en lisant par vous-même le rapport. Il est également important de savoir que la très grande majorité des phrases sélectionnées sont à un degré de confiance scientifique élevé, voire très élevé. Quelques-unes ont un degré de confiance moyen et à nouveau je vous invite à approfondir par vous-même. J'ai agrémenté cette vidéo de graphiques du rapport et d'images qui illustrent les affirmations du rapport pour que vous ne vous ennuyiez pas trop. Conformément à la structure du résumé aux décideurs, on va d'abord parler des impacts observables du changement climatique, donc déjà observables, des risques à court terme, des risques à long terme, puis un passage un petit peu collapso sur les risques complexes, composites et en cascade, et enfin le dernier chapitre sur l'adaptation au changement climatique. Nous ferons également 3 petites pauses détente au milieu avec des invités surprises et pour le moins surprenants. Je tiens à remercier mon ami Alexis Dumoulin qui m'a aidé au montage. La communauté scientifique n'a pas de boule de cristal, mais elle dessine les grandes tendances à partir de quoi vous pourrez faire travailler votre imagination et agir en conséquence en tant que consommateur, en tant que travailleur, citoyen, éventuellement parent, éventuellement investisseur. Trêve de bavardage et place aux scientifiques. Allez, c'est parti. Les impacts observés du changement climatique. Depuis le 5e rapport du GIEC, la base de connaissances est étendue sur les impacts et les risques observés et projetés générés par les aléas climatiques, l'exposition au changement climatique et la vulnérabilité. Le changement climatique induit par l'homme, y compris les événements climatiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, a provoqué des impacts négatifs généralisés et des pertes et dommages connexes pour la nature et les personnes qui vont au-delà de la variabilité naturelle du climat. Ici, sur ce graphique, vous avez une illustration reprise du rapport du groupe 1 sur l'accroissement de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur à mesure que le niveau de réchauffement augmente. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez y jeter un œil plus approfondi. L'augmentation des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes a entraîné certains effets irréversibles, les systèmes naturels et humains étant poussés au-delà de leur capacité d'adaptation. Des impacts généralisés et omniprésents sur les écosystèmes, les populations humaines et les infrastructures ont résulté de l'augmentation observée de la fréquence et de l'intensité des extrêmes climatiques et météorologiques, notamment les extrêmes de chaleur sur Terre et dans les océans, les fortes précipitations, la sécheresse et les incendies. Ici, vous voyez une cartographie du très bon site Carbon Brief qui a recensé l'ensemble des études d'attribution réalisées sur le phénomène des vagues de chaleur, donc des études d'attribution qui sont déclenchées parfois lorsqu'un phénomène climatique extrême est suspecté d'être en lien avec le changement climatique. Attention, ce type d'étude n'est pas systématiquement déclenché lorsqu'il y a un phénomène extrême. Il est d'ailleurs le plus souvent déclenché dans des pays riches où ces études sont réalisées. Néanmoins, on peut voir qu'il y a depuis une dizaine d'années beaucoup de vagues de chaleur qui sont attribuables en partie au changement climatique, c'est-à-dire que le changement climatique en augmente la fréquence ou l'intensité. Voilà, depuis que je m'intéresse à ce sujet, c'est-à-dire milieu des années 2000, mais peut-être aussi avant, on annonce que l'Asie du Sud est particulièrement vulnérable aux vagues de chaleur et autres événements climatiques extrêmes, et donc la vague de chaleur récente dont nous avons témoigné, malheureusement, le confirme. Depuis le 5e rapport d'évaluation du GIEC, ces effets observés sont de plus en plus souvent attribués au changement climatique induit par l'homme. Il s'agit notamment de l'augmentation de la mortalité humaine liée à la chaleur, du blanchiment et de la mortalité des coraux en eau chaude et de l'augmentation de la mortalité des arbres liée aux sécheresses. L'augmentation observée des zones brûlées par des incendies de forêt a été attribuée au changement climatique d'origine humaine dans certaines régions.
Ici aussi, un autre événement renforcé par le changement climatique, qui étaient les inondations de l'été dernier en Allemagne et en Belgique. À nouveau, un événement donné ne peut pas être entièrement attribué au changement climatique, ce n'est pas la logique, c'est la fréquence et l'intensité qui augmentent au fur et à mesure que le niveau de réchauffement augmente lui aussi. C'est généralement les communautés les plus défavorisées qui en sont les premières victimes, que ce soit dans les pays riches ou les pays en voie de développement. L'étendue et l'ampleur des impacts du changement climatique sont plus importantes que celles estimées dans les évaluations précédentes. En d'autres termes, c'est un peu plus grave que ce qu'on avait évalué précédemment. Une carte de Carbon Brief de nouveau, cette fois-ci sur les événements de sécheresse attribuables au changement climatique. Je vous invite à aller sur le site et puis il y a des informations détaillées sur chacun de ces événements, y compris l'étude scientifique sur laquelle elle se base, puisque Carbon Brief n'a fait que, enfin c'est un travail immense, mais ils n'ont fait que faire une méta-analyse de toutes les études d'attribution disponibles sur le sujet. Le réchauffement et l'acidification des océans ont eu des effets négatifs sur la production alimentaire issue de la conchiliculture et de la pêche dans certaines régions océaniques. L'augmentation des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes a exposé des millions de personnes à une insécurité alimentaire aiguë et à une réduction de l'accès à l'eau, les impacts les plus importants étant observés dans de nombreux endroits ou communautés en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud, dans les petites îles et dans l'Arctique. On voit ici par exemple, donc j'ouvre une parenthèse, c'est moi qui parle, plus de 50% de pertes de récolte cette année au Maroc en raison de la sécheresse. Les chercheurs ne disent pas que ce type d'événement à nouveau est entièrement attribuable à l'influence humaine sur le climat, car il y a toujours eu des sécheresses, comme aiment bien nous le rappeler les climato-sceptiques. On ne sait jamais, des fois que les chercheurs seraient trop occupés pour apprendre cela sur TikTok ou Instagram, donc les chercheurs sont parfaitement au courant que les sécheresses ont toujours existé. Ce qu'ils nous disent, c'est que ce type d'événement est de plus en plus fréquent et de plus en plus grave. C'est très important de comprendre cela, j'insiste. Ici aussi une illustration sur l'Arctique, où le fait que la pluie remplace la neige peut accélérer la fonte des glaces et donc la montée des eaux. Le changement climatique a eu des effets négatifs sur la santé physique des personnes dans le monde et sur la santé mentale des personnes dans les régions évaluées. L'incidence des maladies à transmission vectorielle a augmenté en raison de l'expansion de l'aire de répartition et ou de la reproduction accrue des vecteurs de maladies. Des maladies animales et humaines, y compris des zoonoses, apparaissent dans de nouvelles régions. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre le temps de lire cet exemple sur la France et notamment des maladies comme la dengue qui pourraient voir leur zone s'étendre. Bien que les maladies diarrhéiques aient diminué à l'échelle mondiale, la hausse des températures, l'augmentation des précipitations et les inondations ont augmenté l'occurrence des maladies diarrhéiques, notamment le choléra et d'autres infections gastro-intestinales. Et ici, là, même, toujours une carte de Carbon Brief, cette fois-ci sur les inondations. Dans les régions évaluées, certains problèmes de santé mentale sont associés à l'augmentation des températures, aux traumatismes liés aux événements météorologiques et climatiques extrêmes et à la perte des moyens de subsistance et de la culture. Les températures extrêmes, y compris les vagues de chaleur, se sont intensifiées dans les villes. Les impacts observés sont concentrés parmi les résidents urbains économiquement et socialement marginalisés, par exemple dans les implantations informelles et les logements de fortune. Des dommages économiques dus au changement climatique ont été détectés dans les secteurs particulièrement exposés au climat, avec des effets régionaux sur l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, le tourisme, et par le biais de la perte de productivité du travail extérieur. Bon, ici, j'utilise une illustration pour les pertes économiques du secteur du ski pour faire un peu light, car c'est potentiellement le cadet de nos soucis. Ici, une illustration sur la stagnation des rendements agricoles en France. Donc, c'est d'après un rapport de la Chambre d'agriculture, une stagnation fortement influencée par le climat. Il y a une double peine pour l'agriculture, non seulement les événements climatiques extrêmes et les conséquences que ça induit sur les récoltes en soi, mais aussi, lors des vagues de chaleur, la difficulté du travail extérieur. Puisque il ne fait pas seulement trop chaud pour les plantes, mais aussi trop chaud pour que les agriculteurs puissent travailler. On reprend. Les extrêmes climatiques et météorologiques sont de plus en plus à l'origine de déplacements de population dans toutes les régions, les petits États insulaires étant touchés de manière disproportionnée, en raison de la montée des eaux. L'insécurité alimentaire aiguë et la malnutrition liées aux inondations et à la sécheresse ont augmenté en Afrique et en Amérique centrale et du Sud.
Vulnérabilité et exposition des écosystèmes et des populations. La vulnérabilité des écosystèmes et des populations au changement climatique varie considérablement d'une région à l'autre et au sein d'une même région, en raison de niveaux disparates de développement socio-économique, de l'utilisation non durable des océans et des terres, des inégalités, de la marginalisation, de schémas historiques et permanents d'inégalités tels que le colonialisme et de la gouvernance. Environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. L'Inde fait partie des régions en première ligne face au changement climatique, comme on l'a d'ailleurs déjà vu. L'Afrique fait partie de ces régions en première ligne face au changement climatique. Les peuples des déserts, et oui, il y a aussi des millions, beaucoup de peuples qui vivent dans les déserts, et les déserts font évidemment partie des écosystèmes menacés par le changement climatique. Les Philippines sont particulièrement vulnérables face au changement climatique également, bref, il y a, notamment avec les typhons, qui sont de plus en plus intenses lors de la saison, il me semble, autour de janvier-février. Les changements non durables dans l'utilisation et l'occupation des sols, l'utilisation non durable des ressources naturelles, la déforestation, la perte de biodiversité, la pollution et leurs interactions ont un impact négatif sur la capacité des écosystèmes, des sociétés, des communautés et des individus à s'adapter au changement climatique. Ici une autre illustration avec l'érosion des sols et une autre avec la surpêche. Le changement climatique prévu, combiné à des facteurs non climatiques, entraînera la perte et la dégradation d'une grande partie des forêts du monde, des récifs coralliens et des zones humides côtières de faible altitude. Donc voilà, quand il parle de facteurs non climatiques, c'est par exemple la déforestation, la surexploitation des sols ou la surpêche. Si le développement agricole contribue à la sécurité alimentaire, l'expansion agricole non durable, due en partie à des régimes alimentaires déséquilibrés, accroît la vulnérabilité des écosystèmes et de l'homme et entraîne une concurrence pour les ressources en terre ou en eau. Retour sur la question des forêts, puisqu'on parle bien ici d'une potentielle crise mondiale des feux de forêt. Je reprends le texte. La vulnérabilité est plus élevée dans les lieux où sévissent la pauvreté, des problèmes de gouvernance, un accès limité aux services et ressources de base, des conflits et des niveaux élevés de moyens de subsistance sensibles au climat, par exemple petits exploitants agricoles, éleveurs, communautés de pêcheurs. Entre 2010 et 2020, la mortalité humaine due aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes était 15 fois plus élevée dans les régions très vulnérables que dans les régions très peu vulnérables. La vulnérabilité augmentera rapidement dans les petits États insulaires en développement et les atolls dans le contexte de l'élévation du niveau de la mer, ainsi que dans certaines régions montagneuses déjà caractérisées par une vulnérabilité élevée en raison de la forte dépendance à l'égard des moyens de subsistance sensibles au climat, de l'augmentation des déplacements de population, de la perte accélérée des services écosystémiques et de capacités d'adaptation limitées. Un autre, j'ouvre de nouveau une parenthèse, un sujet absolument clé, les régions montagneuses, les châteaux d'eau de la planète, et donc la fonte des glaciers, et les difficultés et les risques d'approvisionnement en eau que cela induit. Une fois n'est pas coutume, l'Asie du Sud, avec la fonte des glaciers de l'Himalaya, est particulièrement vulnérable à cet égard. Risques à court terme, 2021 environ jusqu'à 2040 environ. Le réchauffement de la planète, qui atteindrait 1,5 degré à court terme, entraînerait une augmentation inévitable de nombreux risques climatiques et présenterait de multiples dangers pour les écosystèmes et les êtres humains. Les actions à court terme qui limitent le réchauffement climatique à près de 1,5 degré réduiraient considérablement les pertes et les dommages prévus liés au changement climatique dans les systèmes humains et les écosystèmes par rapport à des niveaux de réchauffement plus élevés, mais ne peuvent pas les éliminer tous. Le réchauffement à court terme et l'augmentation de la fréquence, de la gravité et de la durée des événements extrêmes exposeront de nombreux écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et marins à des risques élevés ou très élevés de perte de biodiversité. Les risques à court terme de perte de biodiversité sont modérés à élevés dans les écosystèmes forestiers et les écosystèmes de prairies marines. Ils sont élevés à très élevés dans les écosystèmes de l'Arctique et les récifs coralliens en eau chaude. L'élévation continue et accélérée du niveau de la mer empiétera sur les installations et les infrastructures côtières et exposera les écosystèmes côtiers de faible altitude à la submersion et à la perte. Si les tendances à l'urbanisation dans les zones exposées se poursuivent,
Les impacts seront exacerbés, avec davantage de difficultés lorsque les services d'énergie, d'eau et autres sont limités. Le nombre de personnes exposées au changement climatique et à la perte de biodiversité augmentera progressivement. À court terme, les conflits violents et les déplacements de population seraient déterminés par des facteurs socio-économiques et par la gouvernance plutôt que par le changement climatique. Il existe des différences régionales en termes d'impact du changement climatique et les risques sont les plus élevés là où les espèces et les personnes se trouvent à proximité de leurs limites thermiques supérieures, le long des côtes et dans les régions où les risques sont les plus élevés. Nombre de ces risques sont inévitables à court terme, quel que soit le scénario d'émission. Plusieurs risques peuvent être atténués par l'adaptation. Le moment idéal est venu pour une petite pause détente avant de parler des risques à moyen et à long terme. On reprend avec les risques à long terme 2041 environ jusqu'à 2100 environ. Au-delà de 2040 et en fonction du niveau de réchauffement de la planète, le changement climatique entraînera de nombreux risques pour les systèmes naturels et humains. L'ampleur et le rythme du changement climatique et des risques qui y sont associés dépendent fortement des mesures d'atténuation, autrement dit les gaz à effet de serre qu'on continuera d'émettre, et d'adaptation à court terme. Les effets néfastes prévus ainsi que les pertes et les dommages qui y sont associés s'aggravent avec chaque incrément de réchauffement climatique. Les risques liés à la disponibilité physique de l'eau et les dangers liés à l'eau continueront d'augmenter à moyen et long terme dans toutes les régions évaluées, le risque étant plus élevé à des niveaux de réchauffement planétaire plus élevés. Avec un réchauffement climatique d'environ 2 degrés, la disponibilité de l'eau issue de la fonte des neiges pour l'irrigation devrait diminuer jusqu'à 20% dans les bassins fluviaux qui en dépendent. Cela devrait réduire la disponibilité de l'eau pour l'agriculture, l'hydroélectricité et les installations humaines à moyen et long terme. Les dommages directs causés par les inondations devraient augmenter de 1,4 à 2 fois à 2 degrés et de 2,5 à 3,9 fois à 3 degrés de réchauffement par rapport à un réchauffement planétaire de 1,5 degré sans adaptation. Une région particulièrement vulnérable est le bassin méditerranéen et l'avancée du désert, donc Afrique du Nord, mais aussi Europe du Sud. On reprend. Les problèmes de gestion de l'eau seront exacerbés à court, moyen et long terme en fonction de l'ampleur, du rythme et des détails régionaux du changement climatique futur et seront particulièrement difficiles à résoudre pour les régions disposant de ressources limitées pour la gestion de l'eau. Le changement climatique exercera une pression croissante sur la production et l'accès aux denrées alimentaires, en particulier dans les régions vulnérables, ce qui compromettra la sécurité alimentaire et la nutrition. L'augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la gravité des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur, ainsi que l'élévation continue du niveau de la mer, feront passer les risques pour la sécurité alimentaire dans les régions vulnérables de modérés à élevés, entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement planétaire en cas de niveau d'adaptation faible ou nul. À moyen terme, si le réchauffement de la planète est de 2 degrés ou plus, les risques pour la sécurité alimentaire dus au changement climatique seront plus graves et entraîneront la malnutrition et des carences en micronutriments, principalement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, en Amérique centrale et du Sud et dans les petits États insulaires. Voilà, les océans ont enregistré un nouveau record de chaleur en 2021. Ce n'est pas le seul stress
qui se manifeste sur les océans, le réchauffement. Il y a également la stratification. Là, je ne cite pas le GIEC, mais j'ai fait mes petites recherches. La stratification, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de brassage entre les couches profondes et les couches hautes des océans. Cela est dû à un écart croissant de densité, avec une couche haute de l'océan de plus en plus chaude, et ce en raison du réchauffement climatique, et cette même couche haute de moins en moins salée, en raison de la fonte des glaces provoquée par le même réchauffement climatique. Cela réduit le recyclage des nutriments depuis les remontées d'eau des couches basses vers les couches hautes. Donc les océans sont de plus en plus stables, en quelque sorte, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Un autre stress qui pèse sur les océans est la désoxygénation. L'oxygène est moins soluble dans l'eau chaude, et la stratification, dont on vient de parler, réduit les échanges d'oxygène entre la couche haute et la couche basse. Donc le changement climatique se rajoute au phénomène d'eutrophisation de l'eau, qui est dû notamment aux excès d'engrais agricoles qui se déversent dans les rivières puis sur les côtes. Je reprends le texte du GIEC. Le réchauffement de la planète affaiblira progressivement la santé des sols et les services écosystémiques tels que la pollinisation, augmentera la pression exercée par les ravageurs et les maladies et réduira la biomasse des animaux marins, sapant ainsi la productivité alimentaire de nombreuses régions sur Terre et dans les océans. À long terme, si le niveau de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 3 degrés, les zones exposées aux risques climatiques s'étendront considérablement par rapport à un niveau de réchauffement planétaire inférieur ou égal à 2 degrés, ce qui exacerbera les disparités régionales en matière de risque pour la sécurité alimentaire. On le verra plus tard, on ne peut pas s'adapter à juste un réchauffement infini. Voilà, jusqu'à 2 degrés, ça peut éventuellement passer. Au-delà, ça devient de plus en plus difficile. On y reviendra sur les limites à l'adaptation. Le changement climatique et les événements extrêmes qui en découlent augmenteront considérablement les problèmes de santé et les décès prématurés à court et à long terme. À l'échelle mondiale, en l'absence d'adaptation, l'exposition de la population aux vagues de chaleur continuera d'augmenter avec le réchauffement, avec de fortes différences géographiques dans la mortalité liée aux chaleurs extrêmes. En l'absence d'adaptation, les risques de maladies d'origine alimentaire, hydrique et vectorielle sensibles au climat devraient augmenter, quel que soit le niveau de réchauffement. En particulier, le risque de dengue, donc dengue D-E-N-G-U-E, le risque de dengue augmentera avec l'allongement des saisons et l'élargissement de la répartition géographique en Asie, en Europe, en Amérique centrale et du Sud et en Afrique subsaharienne, ce qui pourrait mettre en danger des milliards de personnes supplémentaires d'ici la fin du siècle. Les problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété et le stress, devraient s'aggraver en cas de poursuite du réchauffement climatique dans toutes les régions évaluées, en particulier pour les enfants, les adolescents, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. À échelle mondiale, l'évolution de la population dans les villes et installations de faible altitude fera qu'à moyen terme, selon tous les scénarios, environ 1 milliard de personnes seront exposées à des risques climatiques spécifiques aux zones côtières, y compris dans les petits États insulaires. J'ouvre une parenthèse, ça concerne également la France. Il y a des villes qui seront concernées dès le milieu du siècle, d'autres en 2100 et d'autres plus tard dans le millénaire, donc j'en sais rien, 2500, 2600. Cependant, en France comme ailleurs, ce sont parfois des villes qui ont des centaines, parfois des milliers d'années d'histoire, donc se dire « oh, c'est pas grave, 2500 ou l'an 3000, c'est loin, et ça passera sous l'eau, c'est pas grave », ça me paraît être une posture quelque peu inculte de rayer d'un trait de crayon comme ça des siècles d'histoire. On reprend le texte du GIEC. Ah non, un petit détour aussi, toujours, d'ici 2100, les villes françaises menacées par la montée des eaux, voilà, ça ne concerne pas que les petits États insulaires. On reprend cette fois-ci. À moyen et long terme, les déplacements de population augmenteront avec l'intensification des fortes précipitations et des inondations associées, des cyclones tropicaux, de la sécheresse et, de plus en plus, de l'élévation du niveau de la mer. Vous pouvez faire pause si vous voulez jeter un œil sur cette carte plus longtemps. On s'arrête un petit peu sur des diagrammes synthétiques d'évaluation mondiale et sectorielle et des exemples de risques clés régionaux. Ces diagrammes montrent l'évolution des niveaux d'impact et de risques évalués pour un réchauffement planétaire de 0 à 5 degrés par rapport à la période pré-industrielle. La figure A, à gauche, montre les changements de la température mondiale de surface en degrés Celsius par rapport à la période 1850-1900, donc l'ère pré-industrielle, en fonction des scénarios d'émission. Des fourchettes très probables sont indiquées pour les scénarios SSP1 2.6 et SSP3 7.0. Avant d'aller plus loin, un rappel de ce que définissait le rapport du groupe 1 du GIEC sur les scénarios SSP.
Par exemple, ici pour les émissions de CO2, puisqu'il y a également d'autres émissions humaines de gaz à effet de serre comme le méthane et le protoxyde d'azote. Les scénarios SSP1 en bleu, donc bleu clair et bleu foncé, sont ceux qui permettent de rester dans une zone certes dangereuse, mais où l'adaptation reste possible, entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement. Même si, comme on l'a vu dans le scénario SSP1 2.6, avec sa fourchette de réchauffement, on est loin de quand même garantir que nous restions absolument en dessous des 2 degrés. En tout cas, ces scénarios SSP1 nécessiteraient des efforts immédiats et titanesques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme vous le voyez sur ce graphique. En fait, il aurait fallu commencer il y a longtemps. Le scénario SSP2 en jaune, lui aussi, mine de rien, nécessite un effort non négligeable, à savoir stabiliser nos émissions de CO2 jusqu'à 2050, puis les diminuer assez rapidement. Cependant, ce scénario nous emmène clairement dans une zone très dangereuse. Et je ne parle même pas des scénarios SSP3 7.0 et SSP5 où nous poursuivrions sur notre lancée pour atteindre des niveaux de réchauffement apocalyptiques pouvant aller jusqu'à 5 degrés dès la fin de ce siècle, sachant aussi que l'histoire ne s'arrête pas en 2100. Revenons au rapport du groupe 2, avec les évaluations effectuées à l'échelle mondiale présentées dans les figures B, C, D et E. La figure B, ici à droite, montre les motifs de préoccupation, Reasons for Concern. Elle illustre la compréhension scientifique de l'accumulation des risques sur 5 grandes catégories. Des diagrammes sont présentés pour chaque motif de préoccupation en supposant une adaptation faible à nulle, c'est-à-dire une adaptation fragmentée, localisée et qui ne comprend que des ajustements progressifs des pratiques existantes. Un niveau de risque indétectable en blanc indique qu'aucun impact associé n'est détectable et attribuable au changement climatique. Un risque modéré en jaune indique que les impacts associés sont à la fois détectables et attribuables au changement climatique. Bref, plus c'est violet, plus c'est grave. Un risque élevé en violet indique un risque très élevé d'impact grave et la présence d'une irréversibilité significative. La ligne horizontale indique le réchauffement planétaire actuel de 1,1 degré Celsius qui est utilisé pour séparer les impacts observés et passés en dessous de la ligne des risques futurs projetés au-dessus. Le RFC1, motif de préoccupation 1, concerne les systèmes uniques et menacés. Il s'agit de systèmes écologiques et humains dont l'aire de répartition géographique est limitée par des conditions liées au climat et qui présentent un fort endémisme ou d'autres propriétés distinctives. L'endémisme est le caractère de la faune et de la flore d'un territoire lorsqu'elle comporte une forte proportion d'espèces propres à ce territoire. Les exemples incluent les récifs coralliens, l'Arctique et ses peuples autochtones, les glaciers de montagne et les points chauds de la biodiversité. Le RFC2 concerne les événements météorologiques extrêmes. Il s'agit de risques et d'impacts sur la santé humaine, les moyens de subsistance, les biens et les écosystèmes dus à des événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les fortes pluies, la sécheresse, et les incendies de forêt associés et les inondations côtières. RFC3 concerne la distribution des impacts. Il s'agit de risques et d'impacts qui affectent de manière disproportionnée certains groupes en raison d'une distribution inégale des dangers physiques liés au changement climatique, d'une distribution inégale de l'exposition ou d'une distribution inégale de la vulnérabilité. Le RFC4 concerne les impacts globaux agrégés. Il s'agit d'impacts sur les systèmes socio-écologiques qui peuvent être agrégés à l'échelle mondiale en une seule mesure, comme les dommages monétaires, les vies affectées, les espèces perdues ou la dégradation des écosystèmes à échelle mondiale. Le RFC5 concerne les événements singuliers à grande échelle. Il s'agit de changements relativement importants, abrupts et parfois irréversibles dans les systèmes causés par le réchauffement climatique, tels que la désintégration de la calotte glaciaire ou le ralentissement de la circulation thermohaline. On parle souvent de point de bascule. En tout cas, à la vue de ce graphique, il apparaît assez évident qu'il ne faut pas trop laisser déraper le réchauffement au-delà de 1,5 et 2 degrés. Reprenons le cours. La figure C illustre les risques pour les écosystèmes terrestres et d'eau douce. Perte de biodiversité, bouleversement de structures, mortalité des arbres, augmentation des feux de forêt, perte de carbone. Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder davantage. La figure D illustre les risques pour les écosystèmes océaniques. Perte des coraux en eau chaude, risques pour les forêts sous-marines de kelp, les herbiers marins, les zones épipélagiques. Ça qualifie la zone océanique superficielle où la profondeur varie de 0 à 200 mètres le long de la colonne d'eau du littoral. Je reprends. Les côtes rocheuses et pour les marais salants tout à droite. La figure E illustre les impacts du changement climatique pour la santé humaine selon 3 scénarios d'efficacité de l'adaptation. Et enfin, cette figure F fournit des exemples de risques clés régionaux. Les risques identifiés ont un niveau de confiance au moins moyen.
Ils comprennent par exemple la production de nourriture et la perte de biodiversité en Afrique, l'élévation du niveau de la mer ou les risques de qualité de l'eau dans le bassin méditerranéen, le risque de vagues de chaleur en Europe, les pertes de coraux en Australie, les coûts des dégâts sur les infrastructures en Amérique du Nord, les bouleversements de la calotte glaciaire en Afrique, bref, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Et comme petit commentaire personnel, on voit bien qu'à partir de plus 1,5 degré, ça sent le roussi un peu partout, et qu'à partir de plus 2 degrés, ça commence à être le dawa un peu partout. Attention, l'absence de diagramme de risque n'implique pas l'absence de risque dans une région donnée. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de diagramme sur les inondations en Europe qu'il n'y a pas de risque d'inondation en Europe. Il se trouve qu'il y en a. Et bien voilà, le moment est venu pour une nouvelle petite pause détente avant de parler collapso. Reprenons le cours du rapport du GIEC avec un petit interlude un peu collapso sur les risques complexes, composites et en cascade. De multiples aléas climatiques se produiront simultanément et de multiples risques climatiques et non climatiques interagiront, entraînant une aggravation du risque global et des risques en cascade dans les secteurs d'activité et les régions. Certaines réponses au changement climatique entraînent de nouveaux impacts et risques. Des risques climatiques concomitants et répétés se produisent dans toutes les régions, augmentant les impacts et les risques pour la santé, les écosystèmes, les infrastructures, les moyens de subsistance et l'alimentation. Les risques multiples interagissent, générant de nouvelles sources de vulnérabilité aux aléas climatiques et aggravant le risque global. La concomitance croissante des épisodes de chaleur et de sécheresse entraîne des pertes de production agricole et la mortalité des arbres. Là, ici, on a un schéma qui peut représenter en quelque sorte le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Vous n'y comprenez rien, c'est normal, d'où le point. Je reprends. Un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 degré avec une augmentation des extrêmes climatiques augmentera le risque de perte simultanée de récolte de maïs dans les principales régions productrices de denrées alimentaires, ce risque augmentant encore avec un niveau de réchauffement global plus élevé. Les risques pour la santé et la production alimentaire seront aggravés par l'interaction des pertes soudaines de production alimentaire dues à la chaleur et à la sécheresse, exacerbées par les pertes de productivité du travail dues à la chaleur. Ces interactions feront augmenter les prix des denrées alimentaires, réduiront les revenus des ménages et entraîneront des risques sanitaires de malnutrition et de mortalité liés au climat en l'absence d'adaptation ou avec un faible niveau d'adaptation, en particulier dans les régions tropicales. Les risques pour la sécurité alimentaire liés au changement climatique aggraveront encore les risques pour la santé en augmentant la contamination des cultures par les mycotoxines et la contamination des fruits de mer par les efflorescences algales nuisibles, les mycotoxines et les contaminants chimiques. Ces aléas et risques en cascade déclenchent également des points de bascule dans les écosystèmes sensibles et dans les systèmes socio-écologiques en évolution rapide et significative, touchés par la fonte des glaces, le dégel du pergélisol et les changements hydrologiques dans les régions polaires. Bon, ici une image d'un point de bascule, par exemple le risque de décrochage d'énormes glaciers antarctiques qui commencent un petit peu à s'observer. Certains scientifiques disent la question n'est pas si, mais quand. Notamment le glacier Thwaites, surnommé le glacier de l'Apocalypse. Ah bah tenez, le voilà.
Encore un petit coup de Thwaites à surveiller. Le pergélisol / le permafrost, je vous laisse lire un petit peu le texte. N'hésitez pas à faire pause ou à approfondir par vous-même. Et je reprends. Dans les villes et les agglomérations, les effets du climat sur les principales infrastructures entraînent des pertes et des dommages dans les systèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture et affectent l'activité économique, les effets s'étendant au-delà de la zone directement touchée par le risque climatique. En Amazonie et dans certaines régions montagneuses, les impacts en cascade des facteurs de stress climatique, par exemple la chaleur, et non climatique, par exemple le changement d'affectation des sols et la déforestation, entraîneront des pertes irréversibles et graves des services écosystémiques et de la biodiversité à un niveau de réchauffement global de 2 degrés et au-delà. L'élévation inévitable du niveau de la mer aura des effets en cascade et cumulatifs entraînant des pertes d'écosystèmes côtiers et de services écosystémiques, la salinisation des eaux souterraines, des inondations et des dommages aux infrastructures côtières qui se traduiront par des risques pour les moyens de subsistance, les installations humaines, la santé, le bien-être, la sécurité alimentaire et hydrique et les valeurs culturelles à court et à long terme. Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont des répercussions économiques et sociétales au-delà des frontières nationales, par l'intermédiaire des chaînes d'approvisionnement, des marchés et des flux de ressources naturelles, et les risques transfrontaliers devraient augmenter dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation. Les chaînes d'approvisionnement qui reposent sur des produits de base spécialisés et des infrastructures clés peuvent être perturbées par des événements météorologiques et climatiques extrêmes. Le changement climatique entraîne une redistribution des stocks de poissons marins, ce qui accroît le risque de conflits de gestion transfrontaliers entre les utilisateurs de la pêche et exerce un impact négatif sur la distribution équitable des services d'approvisionnement alimentaire. Les bouleversements dans les précipitations et la disponibilité de l'eau augmentent le risque que les projets d'infrastructures planifiés, tels que l'hydroélectricité dans certaines régions, aient une productivité réduite pour les secteurs de l'alimentation et de l'énergie, y compris dans les pays qui partagent des bassins fluviaux. Des risques découlent de certaines réponses destinées à réduire les risques liés au changement climatique, notamment les risques de maladaptation et les effets secondaires néfastes de certaines mesures de réduction des émissions et d'élimination du dioxyde de carbone. Le déploiement du boisement de terres naturellement non boisées, qu'on appelle afforestation, ou des plantations de bioénergie mal mises en œuvre avec ou sans séquestration de carbone peuvent aggraver les risques liés au climat pour la biodiversité, la sécurité de l'eau et de l'alimentation, surtout s'il est mis en œuvre à grande échelle, notamment dans les régions où le régime foncier est précaire. Les approches de géo-ingénierie par modification du rayonnement solaire, si elles devaient être mises en œuvre, introduisent un large éventail de nouveaux risques pour les personnes et les écosystèmes qui ne sont pas bien compris. Les approches de modification du rayonnement solaire ont le potentiel de compenser le réchauffement et d'améliorer certains risques climatiques, mais un changement climatique résiduel important ou une surcompensation risquerait de se produire à des échelles régionales et saisonnières. De grandes incertitudes et lacunes dans les connaissances sont actuellement associées au potentiel des approches de modification du rayonnement solaire pour réduire les risques liés au changement climatique. Par ailleurs, la modification du rayonnement solaire n'empêcherait pas l'augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère et ne réduirait pas l'acidification des océans qui en résulterait en cas de poursuite des émissions anthropiques. L'acidification des océans, je vous laisse parcourir, je reprends un peu mon souffle. Voilà, un enjeu sur la pêche, sur la santé générale de la biodiversité marine, qui est l'acidification des océans. Impact d'un dépassement temporaire des seuils tolérables de réchauffement. Selon l'ampleur et la durée du dépassement, certains impacts entraîneront potentiellement la libération de gaz à effet de serre supplémentaires et d'autres seront irréversibles, même si le réchauffement climatique est réduit. Un réchauffement supplémentaire, par exemple supérieur à 1,5 degré pendant une période de dépassement au cours de ce siècle, aura des effets irréversibles sur certains écosystèmes à faible résilience, tels que les écosystèmes polaires, montagneux et côtiers, touchés par la fonte de la calotte glaciaire et des glaciers, ou par une élévation du niveau de la mer plus rapide et plus importante. Dans les écosystèmes à forte teneur en carbone, qui stockent actuellement 3000 à 4000 gigatonnes de carbone, de tels impacts sont déjà observés et devraient s'accentuer avec chaque incrément de réchauffement climatique. Cela inclut par exemple l'augmentation des feux de forêt,
La mortalité massive des arbres, l'assèchement des tourbières et le dégel du pergélisol, l'affaiblissement des puits de carbone terrestres naturels et ainsi l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre. Le moment est venu pour une dernière petite pause détente avant de parler d'adaptation en espérant que ce soit un peu plus réjouissant. Allez, dernière partie sur l'adaptation actuelle et ses avantages. Des progrès dans la planification et la mise en œuvre de l'adaptation ont été observés dans tous les secteurs et toutes les régions, générant de multiples avantages. Cependant, de nombreuses initiatives donnent la priorité à la réduction immédiate et à court terme des risques climatiques, ce qui réduit les possibilités d'adaptation transformationnelle. L'adaptation peut générer de multiples avantages autres que l'adaptation au changement climatique en soi. Ces avantages comprennent l'amélioration de la productivité agricole, l'innovation, la santé et le bien-être, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la conservation de la biodiversité. La plupart des adaptations observées sont fragmentées, à petite échelle, progressives, sectorielles, conçues pour répondre aux impacts actuels ou aux risques à long terme et axées davantage sur la planification plutôt que sur la mise en œuvre. Les lacunes les plus importantes en matière d'adaptation concernent les groupes de population à faible revenu. Au rythme actuel de la planification et de mise en œuvre de l'adaptation, le déficit d'adaptation continuera de se creuser. Options d'adaptation futures et leur faisabilité. La gestion de l'eau à la ferme, le stockage de l'eau, la conservation de l'humidité du sol et l'irrigation font partie des mesures d'adaptation les plus courantes et offrent des avantages économiques, institutionnels ou écologiques et réduisent la vulnérabilité. L'efficacité de la plupart des options d'adaptation liées à l'eau pour réduire les risques prévus diminue avec l'augmentation du réchauffement. Les options les plus efficaces d'adaptation comprennent l'amélioration des cultivars, l'agroforesterie, l'adaptation en communauté, la diversification des exploitations et des paysages et l'agriculture urbaine. Agriculteurs et sols, deux alliés face au changement climatique, sachant que les sols ont à la fois une capacité d'atténuation du changement climatique en séquestrant le carbone déjà émis dans l'atmosphère et évidemment sont absolument clés pour l'adaptation au changement climatique, notamment à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes qui imposent un stress sur l'agriculture. Et l'agriculture de conservation est une réponse à cela, en plus d'être une réponse à la nécessité d'atténuer le changement climatique en reséquestrant du carbone émis. Je reprends. Les principes et pratiques agroécologiques, la gestion écosystémique de la pêche et de l'aquaculture et d'autres approches qui fonctionnent avec les processus naturels favorisent la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé et le bien-être, les moyens de subsistance et la biodiversité, la durabilité et les services écosystémiques. Ces services comprennent la lutte contre les parasites, la pollinisation, l'amortissement des extrêmes de température, ainsi que la séquestration et le stockage du carbone, je l'évoquais. Les compromis et les obstacles associés à ces approches comprennent les coûts d'investissement, l'accès aux intrants et aux marchés viables, les nouvelles connaissances à acquérir et la gestion. Leur efficacité potentielle varie selon le contexte socio-économique, la zone d'écosystème, les combinaisons d'espèces et le soutien institutionnel. Les stratégies d'adaptation qui réduisent les pertes et les déchets alimentaires ou qui favorisent des régimes alimentaires équilibrés contribuent à la nutrition, à la santé, à la biodiversité et à d'autres avantages environnementaux.
L'agroécologie, une solution d'adaptation des agricultures du Sud au changement climatique. Donc cela, nous pouvons nourrir de l'espoir à ce sujet-là. L'agroécologie, un atout contre le changement climatique. Je reprends. L'adaptation pour les forêts naturelles comprend des mesures de conservation, de protection et de restauration. Dans les forêts gérées, les options d'adaptation comprennent la gestion durable des forêts, la diversification et l'ajustement de la composition des espèces d'arbres pour renforcer leur résilience, et la gestion des risques accrus liés aux parasites et aux maladies ainsi qu'aux incendies de forêt. La coopération et la prise de décision inclusive avec les communautés locales et les peuples indigènes, ainsi que la reconnaissance des droits inhérents des peuples indigènes, font partie intégrante de la réussite de l'adaptation des forêts dans de nombreuses régions. Un graphique qui mériterait de prendre un moment pour rentrer dedans. Je vais lire ce que j'ai traduit qui peut un petit peu l'expliquer. La conservation, la protection et la restauration des écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et océaniques, ainsi qu'une gestion ciblée pour s'adapter aux impacts inévitables du changement climatique, réduisent la vulnérabilité de la biodiversité au changement climatique. Les options d'adaptation, lorsque les circonstances le permettent, comprennent la facilitation du déplacement des espèces vers de nouveaux sites écologiquement appropriés, notamment en augmentant la connectivité entre les zones conservées ou protégées, la gestion intensive ciblée des espèces vulnérables et la protection des zones refuges où les espèces peuvent survivre localement. La végétalisation des villes à l'aide d'arbres et d'autres végétaux peut fournir des îlots locaux de fraîcheur urbain. Les systèmes fluviaux naturels, les zones humides et les écosystèmes forestiers en amont réduisent les risques d'inondation en stockant l'eau et en ralentissant son écoulement dans la plupart des cas. Les zones humides côtières protègent contre l'érosion côtière et les inondations associées aux tempêtes et à l'élévation du niveau de la mer lorsqu'il y a suffisamment d'espace et d'habitat adéquats, jusqu'à ce que les taux d'élévation du niveau de la mer dépassent la capacité d'adaptation naturelle pour construire des sédiments. Une planification inclusive, intégrée et à long terme au niveau local, municipal, infranational et national, ainsi que des systèmes de réglementation et de surveillance efficaces et des ressources et capacités financières et technologiques favorisent la transition des systèmes urbains et ruraux. Voilà, vous voyez beaucoup de lignes dans ce tableau, certaines que je viens de commenter, d'autres que j'ai déjà commentées avant de montrer ce tableau, et d'autres que je vais commenter. En tout cas, c'est une synthèse des solutions d'adaptation à notre disposition. L'adaptation fondée sur les écosystèmes, ou dit autrement les solutions fondées sur la nature, par exemple l'agriculture et la sylviculture urbaine, la restauration des rivières, est de plus en plus appliquée dans les zones urbaines. Des mesures d'adaptation combinées fondées sur les écosystèmes et les structures sont en cours d'élaboration et il est de plus en plus évident qu'elles peuvent réduire les coûts d'adaptation et contribuer à la lutte contre les inondations, à l'assainissement, à la gestion des ressources en eau, à la prévention des glissements de terrain et à la protection des côtes. Voilà, ici je projette une page de l'excellent rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, que je vous recommande vivement de lire sur les solutions fondées sur la nature, par exemple, pour s'adapter aux risques liés à l'eau. L'élévation du niveau de la mer pose un problème d'adaptation particulier et grave, car elle implique de faire face à des changements à évolution lente et à une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des phénomènes extrêmes liés au niveau de la mer, qui vont s'intensifier au cours des prochaines décennies. De tels défis d'adaptation surviendraient beaucoup plus tôt en cas de taux élevés d'élévation du niveau de la mer, en particulier si des résultats à faible probabilité mais à fort impact associé à l'effondrement des calottes glaciaires se produisent. Les réponses à l'élévation continue du niveau de la mer et à l'affaissement des sols dans les villes et établissements côtiers de faible altitude et dans les petites îles comprennent la protection, l'hébergement, l'anticipation et la relocalisation planifiée. Voilà, il va y avoir de l'innovation en la matière, par exemple des digues amovibles pour lutter contre la montée des eaux. Et je reprends. Dans le cadre des transitions des systèmes énergétiques, les options d'adaptation les plus réalisables favorisent la résilience des infrastructures, la fiabilité des systèmes électriques et l'utilisation efficace de l'eau pour les systèmes de production d'énergie existants et nouveaux. La diversification de la production d'énergie, notamment grâce à des ressources énergétiques renouvelables et à une production pouvant être décentralisée en fonction du contexte, par exemple l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité à petite échelle, et la gestion de la demande, par exemple le stockage et l'amélioration de l'efficacité énergétique, peuvent réduire les vulnérabilités au changement climatique, en particulier pour les populations rurales. Les marchés de l'énergie sensibles au climat, la mise à jour des normes de conception des actifs énergétiques en fonction du changement climatique actuel est prévue,
les technologies de réseaux intelligents, les systèmes de transmission robustes et l'amélioration de la capacité à répondre aux déficits d'approvisionnement présentent une faisabilité élevée à moyen et à long terme avec des co-bénéfices en termes d'atténuation du changement climatique. De cette phrase vient de dire qu'il y a en gros beaucoup de leviers qui sont bons à la fois pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. L'agroécologie était un autre exemple. Il existe de nombreuses possibilités d'investissement et de financement ciblés pour se protéger contre l'exposition aux risques climatiques, en particulier pour les personnes les plus exposées. Les plans d'action chaleur-santé, qui comprennent des systèmes d'alerte et de réaction précoce, constituent des options d'adaptation efficaces aux chaleurs extrêmes. Oui, j'ouvre une parenthèse, par exemple, la France est maintenant capable de bien mieux réagir aux canicules pour protéger les populations les plus fragiles aujourd'hui par rapport à la canicule de 2003. On a mis en place des systèmes d'alerte, on est davantage prêt à réagir. Je reprends. Les options d'adaptation efficaces pour les maladies d'origine hydrique et alimentaire comprennent l'amélioration de l'accès à l'eau potable, la réduction de l'exposition des systèmes d'eau et d'assainissement aux inondations et aux phénomènes météorologiques extrêmes et l'amélioration des systèmes d'alerte précoce. Pour les maladies à transmission vectorielle, les options d'adaptation efficaces comprennent la surveillance, les systèmes d'alerte précoce et le développement de vaccins. Le renforcement des capacités d'adaptation minimise les effets négatifs des déplacements et des migrations involontaires liés au climat pour les migrants et les zones d'origine et d'accueil. Cela améliore le degré de choix dans le cadre duquel des décisions de migration sont prises, garantissant des mouvements sûrs et ordonnés de personnes dans et entre les pays. Par exemple, le pape et le Vatican ont pris des positions très fortes sur l'accueil de réfugiés climatiques. Ça va être également un levier d'adaptation. Les limites à l'adaptation. Les inégalités et la pauvreté entraînent également l'adaptation. Les inégalités et la pauvreté entravent également l'adaptation, entraînant des limites souples et se traduisant par une exposition et des impacts disproportionnés pour les groupes les plus vulnérables. Le manque de connaissances sur le climat à tous les niveaux et la disponibilité limitée des informations et des données constituent des contraintes supplémentaires pour la planification et la mise en œuvre de l'adaptation. Voilà, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour dire que dans ce cadre, les climato-sceptiques et les climato-complotistes n'aident pas. La situation est déjà bien assez compliquée ainsi. Je reprends. Les contraintes financières sont des déterminants importants des limites souples de l'adaptation dans tous les secteurs et toutes les régions. Les flux financiers mondiaux actuels pour l'adaptation, y compris les sources de financement publics et privés, sont insuffisants pour la mise en œuvre des options d'adaptation, en particulier dans les pays en développement. De nombreux systèmes naturels sont proches des limites dures de leur capacité d'adaptation naturelle, et de nouveaux systèmes atteindront ces limites avec l'augmentation du réchauffement climatique. Voilà, en d'autres termes, on ne peut pas s'adapter à l'infini, quel que soit le niveau de réchauffement. À un moment, il y a des seuils au-delà desquels on ne peut pas s'adapter. Les écosystèmes qui atteignent ou dépassent déjà les limites dures de leur capacité d'adaptation comprennent certains récifs coralliens d'eau chaude, certaines zones humides côtières, certaines forêts tropicales et certains écosystèmes polaires et de montagne. Éviter la maladaptation. Des actions qui se concentrent sur les secteurs et les risques de manière isolée et sur les gains à court terme conduisent souvent à une mauvaise adaptation si les impacts à long terme de l'option d'adaptation et l'engagement d'adaptation à long terme ne sont pas pris en compte. Par exemple, les digues réduisent efficacement les impacts sur les personnes et les biens à court terme, mais peuvent également entraîner des blocages et augmenter l'exposition aux risques climatiques à long terme, à moins qu'elles ne soient intégrées dans un plan d'adaptation à long terme. La biodiversité et la résilience des écosystèmes au changement climatique sont réduites par des actions inadaptées, qui limitent également les services écosystémiques. Parmi les exemples d'actions inadaptées aux écosystèmes, citons la suppression des incendies dans les écosystèmes naturellement adaptés aux incendies ou les défenses rigides contre les inondations. Ces actions réduisent l'espace pour les processus naturels et représentent une forme grave de maladaptation pour les écosystèmes qu'elles dégradent, remplacent ou fragmentent, réduisant ainsi leur résilience au changement climatique et leur capacité à fournir des services écosystémiques pour l'adaptation. La maladaptation affecte particulièrement des groupes marginalisés et vulnérables, par exemple les peuples autochtones, les minorités ethniques, les ménages à faible revenu, les établissements informels, renforçant et ancrant les inégalités existantes. Les initiatives de planification inclusive fondées sur les valeurs culturelles, les connaissances indigènes, les connaissances locales et les connaissances scientifiques peuvent contribuer à prévenir la maladaptation.
Je vous laisserai faire pause si vous voulez lire ce texte. Conditions favorables à l'adaptation. La mise en œuvre d'actions d'adaptation peut nécessiter d'importants investissements initiaux en ressources humaines, financières et technologiques, tandis que certains avantages pourraient ne devenir visibles qu'au cours de la prochaine décennie ou au-delà. Ici une autre illustration du rapport de l'IUCN avec une des solutions d'adaptation qui est la végétalisation du territoire du bassin versant, de nouveau pour juguler les risques liés à l'eau. L'amélioration des connaissances sur les risques, les impacts et leurs conséquences, ainsi que sur les options d'adaptation disponibles, favorise les réponses sociétales et politiques. Un large éventail de processus et de sources descendants, ascendants et coproduits peuvent approfondir la connaissance et le partage du climat, notamment le renforcement des capacités à toutes les échelles, les programmes d'éducation et d'information, l'utilisation des arts, la modélisation et les services climatiques participatifs, les connaissances autochtones et locales et la science citoyenne. Ces mesures peuvent faciliter la sensibilisation, renforcer la perception des risques et influencer les comportements. Conditions d'un développement résilient au changement climatique. La fenêtre d'opportunité pour permettre un développement résilient au changement climatique se rétrécit rapidement. Les possibilités de développement résilient au changement climatique ne sont pas équitablement réparties dans le monde. Les impacts et les risques climatiques exacerbent la vulnérabilité et les inégalités sociales et économiques et, par conséquent, accroissent les problèmes de développement persistants et aigus, en particulier dans les régions et sous-régions en développement et dans les sites particulièrement exposés, notamment les côtes, les petites îles, les déserts, les montagnes et les régions polaires. Cette situation compromet à son tour les efforts déployés pour parvenir à un développement durable, en particulier pour les communautés vulnérables et marginalisées. Favoriser un développement résilient au changement climatique. Pardon, il y a une petite faute avec un E en trop. Je suis un peu fatigué. Allez, un dernier bout et c'est bon. Le développement résilient au changement climatique est facilité par la coopération internationale et par la collaboration des gouvernements à tous les niveaux avec les communautés, la société civile, les organismes d'éducation, les institutions scientifiques, les médias, les investisseurs et les entreprises, ainsi que par le développement des partenariats avec les groupes traditionnellement marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les minorités ethniques. Développement résilient pour les systèmes naturels et humains. Une planification et un investissement intégré et inclusif dans la prise de décision quotidienne concernant les infrastructures sociales, écologiques et physiques peuvent augmenter considérablement la capacité d'adaptation des territoires urbains et ruraux. Des résultats équitables contribueraient à de multiples avantages pour la santé, le bien-être et les services écosystémiques, notamment pour les populations autochtones et les communautés marginalisées et vulnérables. Le développement résilient au climat dans les zones urbaines soutient également la capacité d'adaptation dans les zones plus rurales en maintenant les chaînes d'approvisionnement périurbaines en biens et services et les flux financiers. Les villes et installations côtières jouent un rôle particulièrement important dans la promotion d'un développement résilient au changement climatique. Des analyses récentes suggèrent que le maintien de la résilience de la biodiversité et des services écosystémiques à l'échelle mondiale dépend de la préservation efficace et équitable d'environ 30 à 50% des terres, des eaux douces et des océans de la planète, y compris des écosystèmes actuellement proches de l'état naturel. Parmi les exemples documentés d'impact négatif de mesures terrestres destinées à l'atténuation, lorsqu'elles sont mal mises en œuvre, figurent le boisement des prairies, des savanes et des tourbières, ainsi que les risques des cultures bioénergétiques à grande échelle pour l'approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire et la biodiversité. Et enfin, réaliser un développement résilient face au changement climatique. Il est sans équivoque que le changement climatique a déjà perturbé les systèmes humains et naturels. Les tendances de développement passées et actuelles n'ont pas fait progresser le développement mondial résilient au climat. Les choix et actions sociétaux mis en œuvre au cours de la prochaine décennie détermineront dans quelle mesure les trajectoires à moyen et long terme permettront un développement résilient au changement climatique plus ou moins important. Les régions et sous-régions qui connaissent des niveaux élevés de pauvreté, d'insécurité en matière d'eau, d'alimentation et d'énergie, des environnements urbains vulnérables, des écosystèmes et des environnements ruraux dégradés et ou
peu de conditions favorables sont confrontées à de nombreux défis non climatiques qui entravent le développement résilient au climat et qui sont encore exacerbés par le changement climatique. Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque. Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Tout retard supplémentaire dans l'action mondiale concertée et anticipée sur l'adaptation et l'atténuation manquera une brève fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement pour garantir un avenir vivable et durable pour tous, entre parenthèses, confiance très élevée. Et bien voilà, et puis nous rappellerons évidemment que l'adaptation ne dispense pas de l'atténuation. Ici, on termine avec un graphique qui représente les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre, les quantifie. Voilà, c'est dans un petit peu toutes nos activités du quotidien, je le crains, charbon, gaz, pétrole, sol, électricité, gestion des forêts, transport, bâtiments, industrie. Il y a de quoi faire. Et tout ça doit atteindre net zéro au cours de la deuxième moitié du siècle si on veut que le réchauffement climatique ne dérape pas trop. Net zéro, c'est-à-dire qu'il faut réduire au maximum tout ce qu'on voit sur ce tableau par la technologie et par la diminution de nos consommations d'énergie et la modification des régimes alimentaires déséquilibrés. Bref, atténuer au maximum, et pour les émissions résiduelles, parce qu'on ne peut pas non plus atteindre complètement zéro, eh bien développer soit les puits naturels de carbone, soit les technologies de capture industrielle du carbone déjà émis dans l'atmosphère. Voilà ce qu'est le net zéro. Je vous laisse là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si vous avez tenu jusqu'au bout. C'était un travail passionné de ma part et acharné comme vous pouvez l'imaginer. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à en faire profiter vos proches en partageant. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à bientôt.